300 personnes regardaient mon mari tenir un micro et faire de moi une source de plaisanterie. Commençons les enchères à 20 $, dit-il, souriant à la foule comme s'il venait de raconter la blague la plus drôle de la soirée. Qui veut de cette femme inutile? Les rires fusèrent rapidement, déferlant dans la salle de bal comme s'ils avaient attendu la permission. Quelqu'un près du bar leva une pancarte juste pour prolonger la blague. Je suis resté là, dans la robe bleue que j'avais achetée pour cette soirée précise, et je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. Je l'ai seulement regardé. Puis une voix du fond de la salle dit « 2 millions de $. Et tout s'arrêta. Je veux vous raconter comment j'en suis arrivé là, debout sur une petite scène devant tous ceux que nous connaissions. Parce que cela ne s'est pas produit en un seul instant. C'est arrivé sur 27 ans, une petite gomme à la fois, jusqu'à ce que je sois si habitué à être invisible que je n'ai presque pas remarqué la nuit où c'est devenu officiel. J'avais passé toute la journée à organiser ce gala, chaque centre de table, chaque plan de table, chaque appel téléphonique au traiteur qui se trompait sans cesse dans le décompte. C'était mon œuvre. Je faisais cela depuis 11 ans, depuis que la fondation caritative de Grégory était devenue assez grande pour nécessiter un véritable événement au lieu d'un dîner dans le jardin de quelqu'un. Je n'ai jamais demandé à être crédité. Je me disais que c'était bien, que certaines personnes travaillent dans l'ombre et d'autres sont sous les projecteurs, et j'avais fait la paix avec le rôle qui était le mien. Grégory est arrivé avec 40 minutes de retard, comme il le faisait toujours maintenant, entrant avec ce sourire facile qui faisait que les pièces se réorganisaient autour de lui. Il m'a embrassé la joue devant les membres du conseil d'administration, a dit quelque chose sur la façon dont je parvenais toujours à tout gérer, puis a passé l'heure suivante à s'attribuer le mérite de choix que j'avais fait seul, jusqu'au vin. Avant, cela me dérangeait. L'année dernière, la plupart du temps, non. Vous seriez surpris de ce à quoi une personne peut s'habituer. C'est pendant le dîner que les blagues ont commencé, comme toujours une fois qu'il avait bu quelques verres du bon scotch qu'il aimait garder près de lui lors de ces événements. Il a dit à la table que j'étais démodé, que j'équilibrais encore mon chéquier à la main, que je n'avais probablement jamais envoyé un message texte de plus de 4 mots. Tout le monde a ri. J'ai souri, parce que c'est ce qu'on fait, et j'ai passé la corbeille à pain à Madame Alderman, qui m'a tapoté la main comme si elle avait pitié de moi, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a piqué plus que la blague elle-même. C'est la femme la moins excitante de cette salle, a dit Grégory à un moment donné, assez fort pour que 3 tables l'entendent. Et je dis ça avec amour. Il ajoutait toujours cette dernière partie, avec amour, comme si c'était un reçu qui rendait toute la transaction légitime. Je ne sais pas exactement quand l'idée de la vente aux enchères a commencé. Je pense que c'était le partenaire commercial de Grégory, Tom, qui organise ce genre de vente aux enchères de célibataires pour des œuvres de charité lors d'autres événements, des rendez-vous et des dîners avec des célébrités locales mineures. Le tout dans la bonne humeur, le tout pour une bonne cause. Je pense que quelqu'un a suggéré que ce serait drôle de le faire avec des couples mariés à la place. Je pense que Grégory a trouvé ça hilarant. Je me souviens qu'il m'a attrapé la main au milieu du dessert, m'a tiré sur la petite scène qu'ils avaient installée pour le groupe, et je me souviens avoir pensé, dans la demi-seconde avant de comprendre ce qui se passait, qu'il voulait peut-être porter un toast, annoncer quelque chose de gentil. Dire quelque chose de vrai. Au lieu de cela, il a pris le micro du chef d'orchestre, a posé son autre main sur mon épaule comme si j'étais un meuble qu'il exhibait, et a prononcé les mots qui ont mis fin à 27 ans de prétention que je ne remarquais rien. Commençons à 20 $. La salle a ri comme les salles rient quand elles ont eu assez de vin et qu'elles font confiance à l'homme qui tient le micro. J'ai regardé les 300 visages que j'avais accueillis, nourris, dont j'avais retenu les anniversaires, à qui j'avais envoyé des notes de remerciement écrites à la main. Et chacun d'entre eux riait de me voir vendu pour 20 $, comme un accessoire de blague lors d'une fête de type White Elephant. Je ne me suis pas enfui de la scène. Je ne lui ai pas jeté mon verre de vin au visage, bien que Dieu sait qu'une petite partie fatiguée de moi en avait envie. Je suis simplement resté là, le dos droit, les mains croisées, et j'ai laissé faire, parce que j'avais appris il y a longtemps que la dignité est la seule chose qu'une salle remplie de gens qui rient ne peut pas vous prendre, à moins que vous ne la leur donniez vous-même. Quelqu'un près du fond a levé une pancarte pour la blague. 20 $, ont-ils crié, et quelques personnes de plus ont ri. Et puis la salle est devenue silencieuse d'un seul coup, comme une salle le fait quand quelque chose de réel interrompt quelque chose de faux. 2 millions de $. La voix venait du fond, calme, sans hâte. Le genre de voix qui n'a jamais eu besoin d'être forte pour être entendue. Chaque tête dans cette salle de bal s'est tournée en même temps.
La main de Grégory a glissé de mon épaule comme si elle était devenue froide. J'ai cherché dans la foule et je l'ai trouvé près de l'entrée, un grand homme en costume gris que je ne reconnaissais pas, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas encore déchiffrer. Pas de la pitié, pas de l'amusement, quelque chose de plus proche de la révérence, ce qui m'a plus déconcerté que tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Grégory a ri, un son court et nerveux, et a dit quelque chose à propos d'un généreux donateur, mais personne ne l'écoutait plus. L'homme en gris avait déjà commencé à marcher vers la scène. Sans hâte, toute la salle s'écartant autour de lui comme s'il était la seule personne qui comptait. Et pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer, j'ai senti mon cœur commencer à battre. Pas de peur, mais avec l'étrange et soudain sentiment que ma vie était sur le point de changer. Et que je n'avais absolument aucun mot à dire sur la manière. Il s'est arrêté à quelques mètres de la scène et m'a regardé comme on regarderait quelque chose que l'on a cherché pendant très longtemps. De près, il était plus âgé que je ne l'avais d'abord pensé, peut-être 60 ans, avec des tempes grisonnantes, et cette sorte de quiétude silencieuse qui faisait que tout le monde autour de lui semblait trop bruyant en comparaison. Il n'a pas regardé Grégory du tout. Il ne regardait que moi. Je m'appelle Daniel Whitmore, dit-il, et j'entendis une petite inspiration collective onduler dans la foule derrière moi, car apparemment ce nom signifiait quelque chose pour tout le monde dans la salle, sauf pour moi. J'espère que vous me pardonnerez l'interruption. Grégory a retrouvé sa voix le premier, s'avançant la main tendue, et ce sourire de vendeur se remettant en place comme un interrupteur. Daniel Whitmore. Bien sûr, nous sommes honorés. Nous ne savions pas que vous vous joindriez à nous ce soir. Votre générosité envers la fondation est. Je ne suis pas venu pour votre fondation, a dit Daniel. Et sa voix était toujours calme, toujours égale. Mais quelque chose en elle a fait que la main de Grégory est retombée à son côté sans être serrée. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que votre femme serait ici. La salle était devenue si silencieuse que je pouvais entendre les glaçons bouger dans le verre de quelqu'un à 3 tables de là. Grégory a ri de nouveau, ce même son nerveux, et m'a jeté un coup d'œil comme s'il s'attendait à ce que j'explique cela, que je produise une histoire qui donnerait un sens à un homme étrange offrant 2 millions de dollars pour une blague qu'il avait lui-même commencée. Je suis désolé. Vous vous êtes déjà rencontrés? Angela? Connaissez-vous Monsieur Whitmore? Non, ai-je dit, parce que c'était vrai, et parce que je n'avais jamais, en 27 ans, donné à Grégory une raison de douter de ma parole, et je n'allais pas commencer devant 300 personnes. Daniel s'est alors tourné vers moi, et quelque chose sur son visage s'est adouci, de la manière dont le visage d'une personne s'adoucit lorsqu'elle arrive enfin quelque part après un très long trajet en voiture. Madame Simmons, je sais que cela doit vous paraître étrange. Je vous promets que ce n'est pas ce que ça a l'air. Il a fait une pause, a jeté un coup d'œil au micro qui pendait encore de la main de Grégory, puis est revenu à moi. Me permettriez-vous de vous emmener dîner demain soir? J'ai quelque chose à vous dire, et ce n'est pas le genre de chose qui a sa place dans une salle comme celle-ci. J'aurais dû dire non. Chaque instinct que j'avais passé des décennies à entraîner me disait de dire non, d'arrondir les angles, de protéger la soirée de Grégory, même après ce qu'il venait de me faire sur cette scène. Mais j'ai regardé le visage de Daniel Whitmore, et j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Pas de la pitié, pas de l'amusement, pas l'affection douce et tolérante que Grégory m'offrait dans ses meilleurs jours. J'ai vu du respect, simple et sans gêne. D'accord, ai-je dit. Demain soir. Les chuchotements ont commencé avant même que nous ayons quitté la scène. Je pouvais en entendre des fragments alors que Grégory me raccompagnait à notre table avec une main pressée trop fermement contre mon dos. Qui est-ce? Tu le connais? 2 millions de dollars pour elle? Et j'ai compris, de loin, que je venais de devenir la chose la plus intéressante qui soit arrivée à l'un des galas de Grégory en 11 ans, et pas pour une raison qu'il aurait choisie. Il a attendu que nous soyons dans la voiture, le ticket du voiturier encore dans la poche de sa veste, avant de poser la question que je sentais monter en lui pendant toute la descente en ascenseur. Tu le connais? Sa voix était tendue. Prudente. Celle d'un homme qui s'efforçait de ne pas paraître inquiet. Non, Grégory. Je t'ai dit la vérité là-dedans. Je ne l'ai jamais rencontré. 2 millions de dollars, Angela, pour une blague. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Les gens ne font pas ça. Il a agrippé le volant comme si celui-ci lui devait une explication. Qu'est-ce que tu as fait?
Tu l'as croisé à la pharmacie, à l'épicerie, quelque chose? Je n'ai aucune idée de qui il est, ai-je répété, et je le pensais, bien qu'une partie de moi avait déjà commencé à retourner la soirée comme une pierre, cherchant le dessous, la chose que je n'avais pas encore vue. Il ne m'a pas cru. Je pouvais le dire à la façon dont il est devenu silencieux pour le reste du trajet. Et à la façon dont, une fois rentré à la maison, il a disparu dans son bureau au lieu de monter se coucher. Je suis resté éveillé longtemps cette nuit-là, fixant le plafond, rejouant le son de cette voix du fond de la salle, 2 millions de dollars, et essayant de la situer quelque part dans ma mémoire. Elle n'y était pas. Je n'avais vraiment jamais rencontré cet homme. Ce que je ne savais pas, allongé dans ce lit avec la lumière du bureau de mon mari qui brillait encore faiblement sous la porte au bout du couloir, c'est que Gregory avait déjà appelé Margaret, son assistante de direction, depuis la voiture. Je ne savais pas qu'il lui avait demandé de découvrir tout ce qu'elle pouvait sur Daniel Whitmore avant le matin, ses affaires, ses mariages, et surtout, tout lien possible entre son nom et le mien. Et je ne savais certainement pas qu'au lever du soleil, Margaret rappellerait Gregory avec quelque chose qui le déstabiliserait bien plus qu'une liaison n'aurait jamais pu le faire, la preuve que Daniel Whitmore cherchait discrètement une femme nommée Angela Simmons depuis des années. Daniel a choisi un petit restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, niché dans une rue calme à l'écart des endroits où Gregory et moi allions habituellement, le genre d'endroit où les tables étaient suffisamment espacées pour que les conversations restent privées. Il s'est levé quand je suis entré, ce que presque personne ne faisait plus, et a tiré ma chaise avant que le maître d'hôtel ne puisse l'atteindre. Pendant un long moment après que nous ayons commandé, il n'a pas parlé. Il m'a juste regardé à travers la lueur de la bougie avec une expression pour laquelle je n'avais toujours pas de nom. Je veux m'excuser pour la nuit dernière, a-t-il finalement dit. Je sais que cela a dû paraître théâtral. Ce n'était pas mon intention. J'essaie simplement de vous trouver depuis longtemps, et quand j'ai vu ce que votre mari faisait, je ne pouvais pas rester là et regarder faire. Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous me connaissez, ai-je dit. J'ai passé en revue chaque année de ma vie depuis le dîner, et je ne vous trouve dans aucune d'entre elles. Vous ne vous souviendriez pas de moi, a-t-il dit. Mais je pense que si je vous raconte l'histoire, vous vous souviendrez peut-être de quelqu'un d'autre. Il a pris une lente inspiration, comme le font les gens lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils ont répété pendant des années. Il y a 30 ans, vous étiez une jeune institutrice. Vous souvenez-vous d'un après-midi pluvieux, en automne, où vous avez trouvé une adolescente en pleurs devant la gare routière du centre-ville. Quelque chose a bougé dans ma poitrine, une porte grinçant sur une pièce que je n'avais pas visitée depuis des décennies. Il y avait une fille, dis-je lentement. 15, peut-être 16 ans. Elle était trempée. J'ai failli ne pas m'arrêter. J'avais des copies à corriger. J'étais épuisé. Il pleuvait à verse, mais elle avait l'air si effrayée. Je la revois maintenant plus clairement que je ne l'aurais cru, recroquevillée sous l'auvent de la gare routière dans une veste trop fine pour le temps, sursautant chaque fois qu'une voiture ralentissait près du trottoir. Je lui ai payé le dîner. Je me souviens de ça. Dans un petit restaurant à quelques pâtés de maison. Son nom était Rachel, dit Daniel, et sa voix se brisa à peine sur le nom. Rachel Whitmore. C'était ma sœur cadette. J'ai posé ma fourchette. Le restaurant sembla devenir très silencieux autour de nous. Elle s'était enfuie de la maison de notre beau-père, continua Daniel. Les choses n'étaient pas sur là-bas. J'étais déjà adulte, je vivais à l'autre bout du pays, et je n'ai su à quel point la situation était grave que bien plus tard, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Rachel m'a raconté des années plus tard qu'elle avait prévu de monter dans un bus cette nuit-là et de simplement disparaître. Peu lui importait où il allait. Elle voulait juste être partie. Il fit une pause et je le regardai se ressaisir avant de continuer. Et puis une inconnue s'est assise à côté d'elle sous la pluie et lui a demandé si elle avait faim. Soudain. Je me souvenais de plus de choses maintenant, être resté avec elle bien après l'heure où j'aurais dû rentrer chez moi, appeler une femme de confiance aux services sociaux du comté au lieu de la ligne d'assistance générale. Être assise sur une chaise en plastique dure à 2 heures du matin jusqu'à ce que quelqu'un de fiable puisse l'emmener dans un endroit sûr. Je me souvenais lui avoir rendu visite au foyer d'accueil quelques fois après ça, lui apportant des livres, vérifiant ses notes. Je me souvenais avoir fini par perdre le contact, comme on le fait, la vie avançant comme elle le fait toujours. Je l'ai aidé à finir l'école, dis-je doucement. Nous nous sommes écrits des lettres pendant quelques années, puis je me suis marié, j'ai déménagé 2 fois, et j'ai honte de dire que je l'ai perdu de vue.
Je pense à elle parfois. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Elle est devenue avocate, dit Daniel, et quelque chose comme de la fierté perça à travers le chagrin dans sa voix. Défense des enfants en famille d'accueil, principalement. Elle a bâti une organisation nationale autour de ça. Des foyers de groupe, une aide juridique pour les enfants sortant du système, des abris d'urgence. Elle disait que tout avait commencé avec un dîner et une inconnue qui n'avait pas à s'arrêter, mais qui l'a fait. Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a posée sur la table entre nous, non ouverte. Elle est décédée il y a 8 mois. D'un cancer. Vers la fin, elle m'a fait lui promettre une chose. Trouve la femme de la gare routière. Dis-lui qu'elle m'a sauvé la vie. J'ai mis ma main sur ma bouche. Je n'avais pas pleuré dans cette salle de bal la nuit précédente. Pas une seule fois, ni à travers les rires, ni la vente aux enchères, ni la voix de mon propre mari me fixant un prix. Mais je pleurais maintenant, doucement, à une petite table dans un restaurant où je n'étais jamais allé, pour une fille que j'avais presque oubliée et une dette dont je n'avais jamais su que j'étais créancière. Les 2 millions de dollars n'étaient pas de la charité, dit Daniel doucement. Je veux que vous compreniez cela. Je ne l'ai pas fait pour la fondation de votre mari et je ne l'ai pas fait pour l'embarrasser. Bien que j'avoue que cela ne m'a pas dérangé si c'était le cas. Je l'ai fait parce que depuis 30 ans, tout le monde dans votre vie a décidé de ce que vous valiez sans jamais vraiment vous regarder. Je voulais, juste une fois, qu'une salle remplie de gens voie la vérité. J'ai essuyé mes yeux avec la serviette, mes mains tremblantes. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire ce soir, dit-il. Prenez juste ceci. Il a glissé l'enveloppe vers moi. C'est de Rachel. Elle l'a écrite avant de mourir au cas où je vous retrouverai. Je ne l'ai pas lue. Ce n'est pas à moi de la lire. Je tenais l'enveloppe à 2 mains comme si elle pouvait se dissoudre si je la serrais trop fort. Et j'ai compris, assise là avec la bougie qui se consumait et la pluie qui recommençait à tomber contre les fenêtres du restaurant, que ce qui se trouvait à l'intérieur allait changer la forme de ma vie. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point. Oh, comment? J'ai ouvert l'enveloppe seule dans la chambre d'amis où j'avais pris l'habitude de dormir depuis la nuit du gala, parce que je ne pouvais pas me résoudre à lire les derniers mots de Rachel avec la voix de Grégory traversant le mur. Demandant encore et encore qui était vraiment Daniel Whitmore pour moi. L'écriture était petite et soignée, une écriture d'avocate. Attachés à la lettre se trouvaient des documents juridiques que j'ai dû lire 2 fois pour les comprendre. Rachel ne m'avait pas simplement laissé de l'argent. Elle m'avait laissé un poste, un siège au conseil d'administration de la fondation qu'elle avait passé sa vie à construire, ainsi qu'une part majoritaire dans sa direction future. Un leadership, un but, un mot à dire sur où des centaines de milliers de dollars allaient chaque année pour les abris, l'aide juridique et les bourses d'études pour des enfants comme la fille à qui j'avais autrefois payé un dîner. Je suis resté assise sur le bord de ce lit inconnu pendant longtemps, tenant des papiers qui donnaient soudain l'impression que mes mains appartenaient à quelqu'un d'autre. En bas, Grégory construisait quelque chose aussi, bien que ce ne fût pas aussi généreux. Mercredi, il avait engagé un détective privé, un homme nommé Foster, qui était spécialisé, selon Margaret, dans les affaires matrimoniales. Grégory était convaincu, de la manière particulière dont un homme coupable est souvent convaincu de la culpabilité des autres, que Daniel et moi avions une histoire qu'il n'avait tout simplement pas encore découverte. Une liaison, supposait-il, quelque chose d'assez sordide pour expliquer 2 millions de dollars et un dîner privé. Il voulait des preuves avant que je puisse, selon ses propres mots, lui sortir quelque chose devant les avocats. Ce que Foster a trouvé à la place l'a déstabilisé bien plus qu'une liaison ne l'aurait fait. Il a trouvé des enseignants avec qui j'avais travaillé 20 ans plus tôt, qui se souvenaient que je gardais des barres de céréales dans le tiroir de mon bureau pour les enfants qui arrivaient à l'école le ventre vide. Il a trouvé une femme nommée Diane, une veuve avec qui j'étais resté assise chaque semaine pendant 2 ans après la mort de son mari, à l'époque où Grégory était trop occupé à bâtir son entreprise pour remarquer que j'avais disparu la plupart des mardis après-midi. Il a trouvé 3 anciens enfants placés en famille d'accueil, maintenant adultes, qui ont décrit une femme qui s'était présentée à leur pièce de théâtre scolaire parce que personne d'autre ne le ferait. Il a trouvé un vétéran nommé Harold qui m'attribuait, à moi entre toutes les personnes, le mérite de l'avoir aidé à trouver le bureau des formalités qui a finalement fait approuver ses prestations après que l'administration des anciens combattants l'eut renvoyé 2 fois. Rien de tout cela n'était dramatique. Rien de tout cela n'était un scandale. C'était juste des décennies de petites gentillesses banales qui n'avaient jamais fait l'objet d'une conversation à la table de Grégory,
parce que je n'avais jamais pensé qu'elles étaient assez intéressantes pour être mentionnées. Et il n'avait jamais demandé une seule fois ce que je faisais de mon temps qui n'était pas consacré à le servir. Le rapport de Foster a atterri sur le bureau de Gregory la même semaine où la vidéo est devenue virale. Je ne sais pas qui l'a filmé, un invité avec un téléphone, probablement capturant la vente aux enchères comme les gens capturent tout maintenant sans réfléchir. Mais jeudi, le clip de Gregory tenant ce micro, souriant, disant « Commençons les enchères à $20 » avait été visionné 4 millions de fois. Les légendes que les gens ajoutaient n'étaient pas tendres avec lui. Les commentaires non plus. Un animateur de talk show de fin de soirée l'a mentionné dans son monologue. Un compte de défense des femmes l'a republié avec la légende « Voilà à quoi ressemble la cruauté ordinaire quand elle est habillée en smoking ». Et cette version seule a dépassé le million de vues le vendredi matin. Des sponsors ont commencé à appeler l'entreprise. 2 promoteurs immobiliers de luxe qui avaient signé des contrats avec l'entreprise de Gregory au printemps précédent ont discrètement demandé à leurs avocats d'examiner les clauses de sortie. Une journaliste qui avait couvert le gala pour un magazine d'affaires local m'a contacté directement pour un commentaire, et j'ai refusé parce que je n'avais rien de préparé à dire et aucun intérêt à dire quoi que ce soit d'impréparé. Gregory est rentré à la maison vendredi soir avec l'air d'un homme qui avait vieilli de 5 ans en 5 jours. Il n'a pas posé de questions sur Daniel. Il n'a pas posé de questions sur l'enveloppe que j'avais pris soin de garder enfermée dans la commode de la chambre d'amis. Il s'est assis à l'îlot de la cuisine, son téléphone face contre table devant lui, et a dit très doucement « C'est partout, Angela. Je ne peux pas l'arrêter. » Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à la lettre de Rachel à l'étage, au pouvoir étrange et silencieux d'une heure honnête passée avec une étrangère effrayée, et à la façon dont les choses auraient pu être différentes pour Gregory s'il s'était demandé une seule fois en 27 ans ce que je faisais des miennes. Le téléphone a sonné avant que je puisse décider quoi dire. Gregory a répondu, a écouté un long moment, et j'ai vu le reste de couleur s'écouler de son visage. Le conseil d'administration veut une réunion d'urgence, a-t-il dit. Lundi matin. Tous. La réunion du conseil d'administration a duré 90 minutes, et Gregory m'en a parlé cette nuit-là par bribes, de la manière dont un homme décrit quelque chose qu'il est encore trop abasourdi pour organiser en une histoire complète. Cette directeur était assis autour de la longue table dans la salle de conférence au mur de verre dont il avait été si fier, celle avec la vue sur le port qu'il aimait montrer aux nouveaux clients. Et aucun d'eux, a-t-il dit, ne voulait vraiment le regarder dans les yeux. C'est Bill Ashford, le plus âgé d'entre eux, qui a finalement dit ce que les autres pensaient. Il ne s'agit pas de la blague, Gregory. Les blagues sont pardonnées. Il s'agit de ce que la blague a dit à tout le monde sur qui vous êtes réellement quand vous pensez que personne d'important ne regarde. 2 des promoteurs de luxe qui tournaient autour des clauses de sortie toute la semaine ont rendu leur décision officielle lundi après-midi. Un groupe hôtelier qui finalisait un contrat pour un nouveau développement s'est retiré entièrement, citant, dans le langage prudent des avocats, des préoccupations concernant l'alignement de la marque. Mercredi, les actions de la société, bien que privées, avaient perdu suffisamment de valeur projetée pour que Gregory cesse de me mentionner des chiffres du tout. Il est venu me voir jeudi avec une offre de télévision à la main, une émission du matin qui voulait qu'ils s'assoient tous les deux, Gregory et Angela Simmons, pour remettre les pendules à l'heure. Il avait déjà dit oui au producteur. Il m'a demandé d'être simplement là, de sourire, de dire aux gens que c'était une blague entre nous, que je n'avais pas été blessé, que nous allions bien. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. Je ne mentirai plus pour personne, Gregory. Pas même pour toi. Il n'a pas crié. Je pense qu'une partie de lui avait déjà cessé de s'attendre à ce que je dise oui à tout ce qu'il demandait. Il s'est juste assis lourdement à la table de la cuisine et a mis sa tête dans ses mains. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'ai ressenti quelque chose de proche de la pitié pour lui, mais pas assez pour changer ma réponse. J'ai appelé Daniel plus tard cette semaine-là, pas à propos de l'interview, mais à propos de l'enveloppe, de la lettre de Rachel, du poids étrange et nouveau de la responsabilité que je ne savais pas encore comment porter. Il n'a pas essayé de me convaincre de quoi que ce soit. Il a simplement dit, prenez votre temps. La fondation ne va nulle part, mais si vous voulez un jour voir ce qu'elle fait réellement, je pourrais vous emmener dans l'un des refuges. J'ai dit oui avant d'y avoir complètement réfléchi. Le refuge était plus petit que ce à quoi je m'attendais, un immeuble d'appartements reconverti à la périphérie de la ville avec des rideaux joyeux que quelqu'un avait clairement choisi exprès, essayant de faire en sorte que le temporaire ressemble moins à une urgence. Daniel m'a présenté à la directrice,
une femme fatiguée et gentille nommée Priya, qui m'a fait visiter les couloirs, expliquant qui y séjournait et pour combien de temps, et ce dont ils avaient besoin et dont ils n'avaient jamais assez. C'est là que j'ai rencontré Lena Brox. Elle avait peut-être 28 ans, assise sur un banc dans la petite cour avec un garçon d'environ 4 ans endormi contre son épaule, et une fille un peu plus âgée coloriant tranquillement à côté d'elle. Elle avait cet épuisement spécifique que j'ai reconnu instantanément. Le genre qui ne consiste pas tant à être fatigué qu'à avoir dépensé chaque once de soi-même pour garder deux petites personnes nourries, au chaud et inconscientes de la précarité de la situation. Elle a levé les yeux vers moi comme les gens lèvent les yeux quand ils ont appris à ne rien attendre de bon des étrangers. Et quelque chose dans son visage m'a rappelé si précisément une fille debout sous l'auvent d'une gare routière il y a 30 ans que j'ai dû m'appuyer contre le cadre de la porte pour me stabiliser. Je me suis assise à côté d'elle. Je n'ai pas demandé son histoire tout de suite. J'ai juste demandé si les enfants avaient mangé, et quand elle a dit pas depuis le petit déjeuner, je suis allé moi-même à l'épicerie du coin et je suis revenu avec des sandwichs et des boîtes de jus, et je me suis assise avec eux pendant qu'ils mangeaient. De la même manière que je me suis assise autrefois dans la banquette d'un restaurant avec une jeune fille de 15 ans effrayée et les laisser décider en son temps de ce qu'elle voulait me dire. Quand Lena a finalement parlé, c'est sorti lentement, un mari qui buvait, un refuge à 3 villes de là qui n'avait pas de place. 2 mois à dormir dans une voiture avant que quelqu'un ne lui parle du bâtiment de Priya. J'ai écouté comme j'avais appris à écouter des décennies plus tôt, sans sourciller, sans la précipiter vers une version de l'histoire qui serait plus facile à entendre. Je suis parti cet après-midi-là, après avoir arrangé par l'intermédiaire de la fondation que le loyer de Lena soit couvert pendant 6 mois pendant qu'elle terminait un cours de certification qu'elle avait commencé et abandonné déjà 2 fois. Ce n'était pas grand-chose, pas selon les chiffres que brassait la fondation de Rachel. Mais en rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, peut-être des décennies, assise à côté de Grégory à un gala sur lequel il avait bâti son nom. Je me sentais utile, pas décorative, pas un marque-place. Utile. Grégory a remarqué le changement avant que je n'en dise un seul mot. Il l'a remarqué dans la façon dont j'ai cessé d'attendre son emploi du temps avant de faire mes propres plans. Dans la façon dont je ne vérifiais plus mon téléphone pour son approbation avant de décider ce qui comptait pour moi. Un soir, en me regardant rentrer tard d'une réunion de la fondation, pleine d'une énergie qu'il n'avait pas vue depuis des années, il l'a finalement dit à voix haute, presque pour lui-même. Tu n'as plus besoin de tout ça, n'est-ce pas? Moi, l'entreprise, rien de tout ça. Je ne lui ai pas répondu tout de suite parce que je découvrais encore la réponse moi-même. Mais j'ai compris en regardant son visage à la lumière de la cuisine qu'il le savait déjà, et qu'une partie de lui savait que cela arriverait bien avant que ce micro n'atteigne sa main. L'invitation au gala de la Fondation Rachel est arrivée dans une enveloppe crème avec mon nom dessus en lettres dorées. Et sous mon nom, une ligne que j'ai dû lire 3 fois avant de la croire, oratrice principale, Angela Simons. J'ai appelé Daniel immédiatement, à moitié convaincu que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur, a-t-il dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité. Ils veulent que l'histoire de la fondatrice soit racontée par la personne qui l'a commencée. Qu'elle se souvienne de l'avoir commencée ou non. J'ai failli dire non. Être devant une foule n'avait jamais été la partie que je voulais. J'avais passé ma vie à être utile depuis les bords des pièces, pas le centre. Mais j'ai pensé à Lena, à 6 mois de son cours de certification, qui m'envoyait maintenant des photos du projet scolaire de sa fille avec une joie dans ses textos que je n'avais pas vu dans sa voix le jour de notre rencontre. J'ai pensé à la lettre de Rachel, toujours pliée dans le tiroir de ma commode. La gentillesse ne disparaît pas. Il faut juste un certain temps pour qu'elle revienne. J'ai dit oui. Le soir du gala, je me suis habillé seul dans mon propre appartement, le petit dans lequel j'avais emménagé 6 semaines après avoir dit à Grégory que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai choisi une robe vert foncé, rien à voir avec la bleue de cette autre salle de bal, il y a une éternité. Et je me suis coiffé moi-même, et je n'ai pas une seule fois vérifié mon téléphone pour voir si quelqu'un approuvait. Cette fois, quand je suis entré dans une salle remplie de 300 personnes, je n'étais pas assise à côté d'un mari tenant un micro comme une arme. Je marchais vers une scène où mon nom était déjà imprimé sur le programme. Daniel m'a rencontré près de l'entrée, m'a offert son bras et m'a fait entrer comme un vieil ami vous fait entrer dans une pièce qui vous rend nerveuse. Calme et sans hâte. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, m'a-t-il dit. Raconte-leur simplement la vérité. C'est tout ce que Rachel a toujours voulu que l'on fasse.
Quand ils ont appelé mon nom, je suis monté sans trembler, bien que mon cœur ait battu la chamade tout le long du chemin. J'ai regardé la foule, des donateurs de la fondation, d'anciens membres du conseil d'administration, une poignée de visages que je reconnaissais des refuges que nous financions maintenant dans 4 États. Et je leur ai parlé d'un après-midi pluvieux devant une gare routière, d'une banquette de restaurant et d'une fille effrayée que j'avais failli ignorer parce que j'avais des copies à corriger. Je leur ai dit que je n'avais pas considéré cela comme quelque chose de remarquable à l'époque. Je leur ai dit que c'était, je le croyais maintenant, précisément le point, que les gentillesses qui changent des vies s'annoncent rarement comme importantes pendant qu'elles se produisent. Puis les lumières se sont tamisées et un écran derrière moi s'est animé de visages. Une femme dans la quarantaine, une ancienne enfant placée, a parlé d'une bourse qui lui a permis de devenir infirmière. Un homme dans la soixantaine, le vétéran nommé Harold, que j'avais oublié que l'enquête de Foster avait même découvert, a parlé du bureau des formalités et des prestations qu'il avait presque renoncé à réclamer. Une enseignante que je n'avais pas vue depuis 15 ans a décrit les barres de céréales dans le tiroir de mon bureau, les larmes coulant librement sur son visage pendant qu'elle parlait, et j'ai constaté que je devais presser ma main contre ma bouche pour garder ma propre contenance. Lena est apparue en dernier, sa fille à ses côtés, disant simplement « Elle s'est assise avec nous ». C'est tout. Elle s'est juste assise avec nous jusqu'à ce que cela ne semble plus impossible. J'ai regardé dans l'obscurité du public et j'ai trouvé Grégory assis près du fond, seul, sur un siège qu'il devait avoir demandé discrètement, sans fanfare, sans s'attendre à être remarqué. Il ne souriait pas comme il souriait pour les caméras. Il regardait simplement, très immobile, de la manière dont j'avais été autrefois immobile sur une scène qu'il avait construite pour moi. Après la cérémonie, alors que la foule se clairsemait et que le personnel de service commençait à débarrasser les tables, il m'a trouvé près du vestiaire, et il n'a pas essayé de se frayer un chemin dans le moment par le charme comme il l'aurait fait autrefois. J'ai tout regardé, a-t-il dit. La vidéo ce soir, tout. 27 ans, Angela, et je ne t'ai jamais demandé une seule fois ce que tu faisais le mardi après-midi. Sa voix s'est légèrement brisée sur le mot au mardi, et j'ai compris qu'il pensait à Diane, la veuve, à toutes les petites absences qu'il n'avait jamais remises en question. Parce qu'il ne s'était jamais demandé où j'allais. Je suis désolé. Pas le genre de désolé qui veut quelque chose en retour. Juste désolé. Je suis resté à côté de quelqu'un d'extraordinaire pendant près de 3 décennies, et je n'ai jamais levé les yeux assez longtemps pour la voir. Je l'ai cru. C'était peut-être la partie la plus étrange de toute la soirée, qu'après tout, je pouvais encore reconnaître la différence entre une performance et une véritable prise de conscience. Et ceci, enfin, était la dernière. Merci d'avoir dit ça, lui ai-je dit, et je le pensais. Je te pardonne, Grégory. Je veux que tu le saches. Mais le pardon n'est pas la même chose que de revenir en arrière. Il a hoché la tête lentement, comme un homme acceptant enfin la forme de quelque chose qu'il essayait de remodeler depuis des semaines. Il n'a pas discuté. Il ne m'a pas demandé de reconsidérer ma décision. Il est simplement resté là dans son beau costume, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu, et m'a laissé lui dire bonne nuit. Je suis sorti de ce gala seul, dans une soirée fraîche emplie de ce silence particulier qui suit quelque chose d'important qui a enfin été dit à voix haute. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, être seul ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait au début de quelque chose qui m'appartenait entièrement. 6 mois ont passé comme le vrai changement le fait habituellement, discrètement, par incréments trop petits pour être remarqués jusqu'à ce que vous regardiez en arrière et voyiez le chemin parcouru. La fondation de Rachel avait grandi sous ma direction d'une manière que je n'avais pas prévue lorsque j'ai ouvert cette enveloppe sans prétention pour la première fois. Nous avions ouvert 2 nouveaux refuges, l'un dans une petite ville qui n'avait pas eu de logement d'urgence depuis plus d'une décennie. Le programme de bourse que Rachel avait commencé avec une poignée de bénéficiaires chaque année en finançait maintenant 30, principalement des enfants sortant du système de placement familial sans endroit stable où atterrir. Lena a terminé sa certification au printemps et a commencé à travailler dans une clinique pédiatrique 3 semaines plus tard. Elle m'a envoyé une photo de son badge, Lena Brox, infirmière diplômée, avec 3 points d'exclamation et rien d'autre. Et je l'ai gardé scotché à l'intérieur du tiroir de mon bureau, là où j'avais autrefois gardé des barres de céréales pour des enfants que je ne m'attendais jamais à ce qu'ils se souviennent de moi. J'avais un but maintenant qui ne dépendait de la permission de personne. C'était la partie que je n'avais pas su espérer. Grégory a démissionné de son poste de président ce même printemps, et cela a surpris les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, bien que cela ne m'ait pas surprise.
Le conseil d'administration ne l'avait pas forcé à partir. Pas à la fin. Les chiffres s'étaient quelque peu redressés à ce moment-là, l'indignation initiale s'apaisant comme ces choses le font finalement. Il a démissionné parce que, m'a-t-il dit autour d'un café une des dernières fois où nous nous sommes parlé en tant que couple marié, il ne voulait pas passer la seconde moitié de sa vie à être un homme qui n'avait appris la décence qu'après avoir perdu tout ce qui comptait pour lui. Il voulait reconstruire quelque chose de plus petit, a-t-il dit, quelque chose d'honnête, même si cela signifiait recommencer à 55 ans avec une fraction de ce qu'il avait eu. Nous nous sommes séparés avec plus de grâce que nous n'en avions montré l'un à l'autre depuis des années. Pas de cris au tribunal, pas de division des biens comme des armes dans une guerre. Juste deux personnes enfin honnêtes l'une envers l'autre, signant des papiers dans le bureau d'un avocat et se serrant la main ensuite comme des collègues clôturant un long et compliqué projet. Il a demandé, avant que je quitte ce bureau pour la dernière fois en tant que sa femme, si je pensais que nous aurions pu être heureux s'il avait simplement prêté attention plus tôt. Je lui ai dit que je ne savais pas, et que j'avais cessé d'avoir besoin de le savoir. Et je pense que cette réponse l'a surpris plus que la colère ne l'aurait fait. Un dimanche calme au début de l'automne, Daniel et moi sommes allés en voiture au cimetière où Rachel était enterrée, une pierre modeste sous un chêne qui commençait juste à dorer sur les bords. Daniel avait apporté des lys blancs, ses préférés, m'a-t-il dit, et les a posés soigneusement contre la base de la pierre tombale, tandis que je me tenais un pas derrière lui laissant le moment de solitude dont le deuil a parfois besoin avant de pouvoir être partagé. Quand il s'est reculé, je me suis agenouillé à mon tour et j'ai posé ma main à plat contre la pierre fraîche, sentant les lettres gravées de son nom sous ma paume. « Tu pensais que je t'avais sauvé la vie » dis-je doucement, sans me soucier que Daniel puisse m'entendre, car je pense qu'une partie de lui avait aussi besoin de l'entendre. Mais j'y pense depuis des mois maintenant, et je crois que tu as sauvé la mienne en retour. Je ne le savais juste pas encore. Il a fallu 30 ans pour que la dette soit due, et j'ai eu de loin la meilleure part du marché. Daniel n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement posé brièvement sa main sur mon épaule, de la manière dont on réconforte quelqu'un qui n'a pas tant besoin de réconfort que de compagnie. Et nous sommes restés là ensemble un peu plus longtemps, dans la lumière dorée de l'automne, avant de nous retourner pour retourner vers la voiture. C'est là que je l'ai vue, une jeune femme, peut-être 19 ou 20 ans, assise seule sur un banc juste à l'extérieur des portes du cimetière, un sac de sport à ses pieds, ses bras enroulés autour d'elle contre le vent. Bien que la journée ne fût pas particulièrement froide, elle avait cette immobilité particulière de quelqu'un qui essaie très fort de ne pas être remarqué, et la peur particulière de quelqu'un qui a appris qu'être remarqué se passe rarement bien pour elle. J'ai reconnu cette immobilité. Je l'avais vue une fois auparavant, il y a 30 ans, sous l'auvent d'une gare routière sous la pluie, et j'en avais porté le souvenir sans même m'en rendre compte pendant toutes les années depuis. Je n'ai pas hésité. Je me suis approché, je me suis assise à l'autre bout du banc, assez près pour être présente, assez loin pour ne pas l'envahir, et j'ai posé la seule question qui ait jamais compté dans des moments comme celui-ci. Voudriez-vous vous asseoir avec moi un moment ? Elle m'a regardé, surprise, méfiante, puis lentement, quelque chose dans ses épaules s'est légèrement détendu, de la manière dont une respiration retenue se relâche enfin. Elle a hoché la tête. Et le cycle qui a commencé avec une inconnue et une banquette de restaurant il y a 30 ans a recommencé, tranquillement, comme il l'avait toujours fait, sans public, sans applaudissements, sans que personne ne tienne les comptes. Parfois, les gens rient pendant qu'ils décident de votre valeur. Ils lèvent le micro. Ils fixent le prix. Ils attendent que la salle soit d'accord avec eux. Mais la vie a une façon de laisser le temps régler le vrai compte, bien après que le rire se soit estompé et que la salle se soit vidée. Et quand cela arrive enfin, vous apprenez la vérité. La gentillesse vaut toujours plus que ce que ceux qui s'en moquent pourraient jamais se permettre de payer. Je veux savoir ce que vous pensez qu'il arrive à Angela ensuite. Ouvre-t-elle un jour son cœur à quelqu'un de nouveau, ou a-t-elle trouvé tout ce dont elle a besoin dans la vie qu'elle s'est construite ? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Continuons ce voyage ensemble. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.